Donc, ben, je vais vous parler un petit peu. Alors, ça va plus être une discussion, hein, parce que moi, c'est toutarlarrache.com, hein, mon second nom. Euh, donc, je vais vous faire un petit cas d'usage, un petit retour d'expérience sur du déploiement de masse avec ces deux outils, notamment principalement un qui est Ansible et l'autre OpenTofu que je commence à intégrer. Et bon, moi, je vous expliquerai que ça pose un certain nombre de problématiques. Et puis, bah, à l'issue de cela, parce que j'imagine qu'on a quand même des profils plutôt techniques ici, donc bah, je ne vais rien apprendre à personne, hein, vous allez m'apprendre au contraire plein de trucs, et on pourra avoir une discussion autour de ces problématiques de déploiement d'infrastructures, et puis un petit peu comment est-ce qu'on entrevoit les choses. C'est plus d'avoir une forme de logique. En gros, comment dirais-je, c'est un alibi de parler d'outils. Est-ce qu'on pourrait changer une brique, en mettre une autre à la place? La problématique serait la même. C'est-à-dire comment est-ce que dans un environnement hétérogène, on arrive à déployer en masse sans faire tout à la main 15 000 fois et passer nos journées à faire des tâches répétitives sans trop d'intérêt. Alors, qui suis-je? Je suis Stéphane Paillet, je suis ingénieur système de Linux. Je suis le fondateur de la société Etixis, donc qui est une société en PACA. Et je suis donc Floss évangéliste, puisque j'ai une vie donc professionnelle. Et en dehors de ça, alors je prône la bonne parole avec mon bâton de pèlerin. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, mon principal client, c'est l'éducation nationale, en l'occurrence le pôle de compétences logicielles libres. Donc on est à plein dedans. Alors plutôt sur la partie infra, hein, il y a très peu de postes de travail au sein de l'éducation nationale qui sont sous Linux. Mais toujours est-il, on est là à dire, bon ben voilà, vous avez un certain nombre de briques qui ne sont pas open source, pour des raisons historiques et autres. Est-ce que ça ne vous dirait pas qu'on essaye d'intégrer petit à petit des briques open source et de pouvoir aussi interagir et participer au développement et aux évolutions de ces logiciels-là? Parce que c'est ça aussi l'avantage principalement dans un environnement comme l'éducation nationale, c'est de participer à fabriquer des communs. C'est-à-dire que chaque euro d'impôt que vous payez chaque année, ça permet de cofinancer un commun. Plutôt que d'acheter un logiciel sur l'étagère, j'allais troller en disant, en parlant de boîte américaine, mais là j'ai évité aujourd'hui, ça va. Parce qu'en tant que débianiste aussi, je suis un peu un troller du service. Voilà. Donc voilà, ce qui veut dire aussi que, donc pour terminer avec cette histoire de Floss évangéliste, hein, donc Floss, on a juste rajouté le L de libre hein, par rapport à FOSS, donc Free open Source Software. Donc l'idée, c'est aussi au niveau comment dirais-je, associatif, bah, je file des petits coups de main qui ont travaillé un petit peu avec le groupe d'utilisateurs Linux de DI, que tu connais bien, je te cela pour avoir été son président, peut-être toujours d'ailleurs. Non, mais fondateur. Voilà, fondateur. Et puis d'autres choses autour d'ateliers d'hygiène numérique et d'acculturation au poste de travail sous GNU Linux. Parce que là, pour le moment, c'est principalement la grosse marche, encore à l'heure actuelle. Beaucoup d'utilisateurs qui disent bah, bon, moi j'ai l'habitude d'un système d'exploitation, je n'y trouve pas tous mes outils, je ne sais pas m'y retrouver. L'idée, bah, par le biais d'un modèle associatif, on a la possibilité de dire bah, ramenez-nous vos machines qui sont en train de dormir au garage, par exemple, ou le PC secondaire qu'on va pouvoir démonter, casser à multiples fois pour pouvoir petit à petit prendre confiance et appréhender ce nouvel outil. Quoi. Voilà. Alors, à titre d'information aussi, ce que je fais au ministère de l'Éducation nationale, alors maintenant j'ai changé d'équipe, hein, puisque je suis sur le pôle de compétences logiciel libre. Au préalable, j'étais dans une équipe qui s'appelle le Centre de responsabilité technique hébergement. C'est un nom pompeux. En gros, il faut savoir qu'au sein de l'Éducation nationale, il y a une bonne partie qui est hébergée à demeure hein, dans des centres de données qui sont gérés par des ministères. En l'occurrence, pour l'Éducation nationale, c'est le ministère des Finances, c'est les douanes, et l'autre, c'est le ministère de l'Agriculture, je crois. Et donc, on a un certain nombre de machines. Hein. Là, on avait à traiter à peu près, à l'époque où j'y étais, 20 000 VM à peu près, répartis sur 200 ou 250 serveurs. Donc, une grosse infrastructure, et ce qui veut dire que même si on n'est pas du tout dans le principe du cloud qui est on se pose une machine, on fait nos tests dessus, puis on la détruit. Là, on est sur des temps plus longs. Mais on a quand même
tendance à avoir, alors je crois qu'à l'époque, c'était 10% d'augmentation du nombre total de machines chaque année. Ça a tendance à être un peu exponentiel. Ce qui veut dire que vous comprendrez bien que l'idée, c'est pas de 20 000 fois installer avec la galette ou la clé USB pour mettre l'OS et on y va, on démarre de zéro et jusqu'à l'applicatif. Ce serait pas possible, on passerait notre temps à ça. Donc on a des obligations d'automatisation. Donc la problématique dans mon quotidien, entre guillemets, hein, d'intégrateur administrateur système, c'est de pouvoir déployer des serveurs simplement, d'automatiser des tâches répétitives, hein, parce que normalement, moi on m'a dit, pour faire de l'informatique, il faut être feignant. Je dis, ouais, ok, ça je sais faire. Donc l'idée, c'est quand on fait un truc plus de 2 ou 3 fois, il faut commencer à se demander comment on peut faire pour que quelque chose ou quelqu'un fasse à notre place. Quelqu'un, c'est pas super clean, quelque chose, ça a du sens. Donc, on se doit d'avoir des environnements standardisés. C'est-à-dire que, par exemple, moi, étant donné que je suis un peu tête en l'air, si j'installe 3 fois le même poste, je vais installer sans doute 3 postes différents. Ils ne vont pas être exactement configurés de la même manière, suivant comment je m'y prends, suivant si c'est avant ou après le café, ou avant ou après le déjeuner, si j'ai pas pu regarder mon épisode du renard et faire la sieste avant de reprendre le travail, etc. Donc voilà, c'est très très compliqué pour un être humain de pouvoir, de façon répétitive, faire 15 fois la même chose de la même manière. Par contre, une machine, elle, c'est son job. Donc le but du jeu, ça va être de trouver comment faire. On va devoir lancer des opérations de masse. Exemple concret, il n'y a pas très longtemps, maintenant on parlait d'une faille, moi je parle souvent de la faille qui a fait peur à tout le monde, c'est log4j. Donc c'était un système de log sous Java qui est massivement utilisé par plein de softs, des softs plus ou moins vieux, des fois des vieux softs dans leur jus avec des très vieilles versions. Et d'un seul coup, quand un matin on dit oh là là, c'est une catastrophe, on a une surface d'attaque de, alors on ne parle pas de 20 000 serveurs, mais dans un certain nombre de sociétés, il y a une grosse base de soft Java. Donc c'est potentiellement une cible. Et donc en gros, on a 1 à 2 jours maximum, suivant l'exposition des machines, si elles sont exposées à l'extérieur ou pas, pour résoudre le problème. Donc vous pensez bien que là, on ne va pas prendre une batterie de gens qui vont se connecter en SSH en console et qui vont faire les mises à jour ou mettre un workaround dans la conf pour éviter d'avoir la surface d'attaque initiale. Donc c'est là qu'on va s'amuser un petit peu à automatiser les choses. Et donc, il y a une durée de vie à chaque fois dans la vie d'un serveur. C'est-à-dire qu'il y a 2 approches. Maintenant, avec les containers et avec Kubernetes et compagnie, on est parti sur un autre paradigme qui est plutôt de dire je construis un environnement, je l'utilise. Quand je dois faire une montée de version, je monte un autre environnement et je détruis l'ancien. Historiquement, ce n'était pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'on avait des serveurs et on faisait des montées de versions dessus, parfois in place. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir plusieurs versions du système d'exploitation dans le temps. Et donc des mises à jour récurrentes avec des mises à jour de sécurité, des mises à jour de soft, des mises à jour de configuration, etc. etc. Donc, ma problématique quotidienne, elle tourne autour un peu de ça. Voilà. Et donc, je dois monter une boîte à outils pour essayer de résoudre ces problématiques. Alors, la solution que j'ai observée, moi, alors, à titre professionnel et personnel, et puis en partie au sein de l'Éducation nationale, c'est d'utiliser conjointement 2 outils, qui sont OpenTofu et Ansible. Donc, c'est séparé de la façon suivante, et je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai fait ces choix et pourquoi, à l'heure actuelle, je suis obligé de recasser certaines choses que j'avais faites, puisque historiquement, j'utilisais uniquement Ansible. Donc, OpenTofu va me servir principalement pour le déploiement de VM, et Ansible pour configurer les VM installés, configurer les applications, enfin, tout ce qui est post-configuration de l'installation du socle technique pur OS, pur système d'exploitation. Petite question, parmi vous, qui connaît ces 2 outils? Alors, OpenTofu, c'est un fork de Terraform. Alors, qui connaît Terraform? Okay, pour avoir un peu une idée. Et qui connaît Ansible? Ok. Vous êtes des utilisateurs
comment dirais-je, émérite. Donc, petite présentation pour ceux qui connaissent un petit peu les trucs, ça va vous paraître un petit peu anecdotique. Et vous avez le droit de dire « je ne suis pas d'accord, je m'inscris en faux, ce n'est pas ça du tout, tu dis n'importe quoi », etc. Donc OpenTofu, c'est un environnement logiciel qu'on appelle infrastructure as code, hein, IAC. On entend beaucoup parler à l'heure actuelle. De toute façon, on a tout mis sous forme de code. Il y a toujours un acronyme de ce type-là. C'est un fork de Terraform qui est intervenu suite à un problème de licence. Ceux qui n'auraient pas suivi, Terraform a essayé de se refaire, de se repeigner un coup avant d'être revendu. Ensuite, on saura que c'est pas IBM, que cette société, enfin que HashiCorp a été revendu. Et donc, avant cela, il y a eu petit à petit un enfermement du code. Hein, ça a été un peu évoqué ce matin, c'est-à-dire que parfois, on a des modèles économiques qui sont sur une licence, bien souvent, qui peut être une licence open source au départ, ce qui fait qu'on fabrique une base d'utilisateurs. Ensuite, on propose un service aux entreprises, donc on a une double licence commerciale et licence open source, et puis petit à petit, on ferme la licence open source pour se permettre de n'avoir plus qu'une seule licence et de pouvoir être à peu près sûr que tout le monde passe à la caisse. Alors encore une fois, je troll, c'est un peu particulier, parce que bien souvent, ce qui amène ceci, et c'est le cas sur un certain nombre de logiciels qui sont utilisés aujourd'hui dans le cloud, c'est bien souvent les big tech ne payent pas leur juste part. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'argent dans ces produits qu'ils utilisent au quotidien, ils ont tendance, et de par la licence, et malheureusement, c'est le risque de licence comme la GPL, par exemple, hein, qui permet de récupérer du code, de le dériver, de l'opérer sur ces systèmes sans avoir à le reverser. Parce que la GPL permet de faire ça. La GPL, qui a été inventée plus tard, ne permet plus de le faire. Mais après, il faut savoir qu'un certain nombre de grosses sociétés comme ça jouent sur le droit parce que ils en ont les moyens financiers. Donc du coup, ça crée malheureusement des scissions au sein des écosystèmes, parce que à titre personnel, je trouve jamais très bon de diviser une communauté en forquant. C'est jamais une bonne idée. Il y a plein de raisons, principalement politiques et économiques, qui amènent à cela, mais au final, bien souvent, c'est le début de la fin pour un des deux projets. C'est très rare que les deux puissent être concomitamment. Ou alors, voir, c'était le cas pour FFmpeg, il y a quelques années, je me souviens, qui avait été forqué, et puis il y avait eu deux versions qui avaient travaillé ensemble, et puis petit à petit, la version forquée était retenue dans la version principale. Parfois, ça peut arriver. Donc voilà, ça, vraiment, je passe dessus, puisque un bon nombre d'entre vous connaissent le produit. Donc on utilise à chaque fois des fichiers structurés, hein. C'est assez facile à écrire, et derrière, on a un certain nombre de modules et de choses qui sont déployées, qui vont faire appel à ces descripteurs, à ces variables, à ces choses pour faire un traitement. Il s'appuie sur des providers. Donc, le gros avantage de Terraform, historiquement, c'est qu'il était fabriqué pour pouvoir faire du cloud et du multi-cloud. En gros, on avait toujours la même façon de préparer son travail, hein, le fichier descripteur, on va dire, pour faire simple. En face, on avait un provider développé en Go, peu importe, et ensuite, on interfaçait, et lui faisait appel à l'API du cloud pour pouvoir poser avec lui et faire le job. Ansible, donc c'est une plateforme logicielle de configuration et de gestion de serveurs et poste de travail, à partir du moment où on a un système d'exploitation qui tourne dessus. De la même manière, il utilise des fichiers structurés. Alors là, en l'occurrence, c'est un format YAML, et il utilise Jinja pour tout ce qui est templating. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi générer à la volée des fichiers de configuration, par exemple, en utilisant des templates. Ces templates, on va les nourrir avec des variables, ou fabriquer des boucles, par exemple, et on va sortir un fichier de configuration, un fichier plat en sortie, par exemple. Ça s'appuie sur des modules et des collections, c'est écrit en Python. Pourquoi est-ce que j'avais choisi cet outil-là au départ? C'est parce qu'il est ultra versatile, il est ultra utilisé. On ne va pas se mentir, il est supporté par une très grosse société, en l'occurrence c'est Red Hat, donc qui met des moyens, qui met des sous dessus, et qui paye des gens qui sont au départ, qui peuvent être des contributeurs bénévoles, et qui sont ensuite embauchés au sein de l'entreprise. Et on a, pareil, un petit peu comme Terraform OpenTofu,
pléthore de modules et de collections pour pouvoir ajouter, je dirais presque plus que des fonctionnalités, mais des interfaces de discussion avec d'autres systèmes d'information. En fait. Donc mon cas d'usage, c'est celui-ci. Un bon pavé. Je dois installer une série de VM et configurer, installer et configurer des applications dessus. Alors, j'utilise au sein du PCLL, comme je disais, du ministère de l'Éducation nationale, et à titre professionnel au sein de ma structure, un système de virtualisation qui s'appelle OpenNebula. C'est un logiciel qui est madrilène, qui est espagnol, qui s'appuie sur KVM. Et c'est un logiciel qui est au plus proche de ce que propose une plateforme de cloud. En gros, on définit des machines, on se pose des machines, on peut en faire des kilos. Et on a un système de contexte qui permet ensuite, en fonction de l'environnement et du réseau qu'on a défini, de pouvoir générer les adresses AJP tout seul, enfin d'avoir un peu d'intelligence pour ne pas avoir à se cogner tout ça à la main. Les templates VM sont construits à l'aide de Packer pour une raison historique, hein, parce que principalement on était sur des environnements à la fois Red Hat-like et à la fois Debian-like. Donc l'avantage d'utiliser des outils comme Packer, ça fait bien plus que des images de VM, puisqu'on peut faire des conteneurs avec plein de choses avec. OpenNebula propose un provider Terraform. Cocorico, c'est écrit par Iguane Solutions, qui est une boîte parisienne à l'origine. Donc, by design, il peut parfaitement causer avec Terraform ou OpenTofu, on peut causer avec lui. Et puis, Ansible propose un grand nombre de collections et de modules pour les environnements de Linux, mais pas que. Par exemple, historiquement, avant d'utiliser, de faire mes premiers essais Terraform, parce que sous cet environnement-là, je suis un bébé, vraiment je débute, hein, donc j'essaie de comprendre, j'ai vu un peu le fonctionnement, et maintenant j'essaie de comprendre comment je vais faire pour, comment dirais-je, tordre le modèle pour arriver à lui faire exactement ce que je veux. C'est le but normalement de nos métiers. Hein. Le hacking, ça part de là. J'ai une tondeuse à gazon. Moi, je préfère en faire un karting. C'est quand même vachement plus fun. Voilà. Donc, l'idée, c'était un petit peu ça. Et donc, j'utilisais les modules qui sont. Il y a des modules qui existent pour OpenNebula également. Et ça fonctionnait très bien. Pour vous dire, en gros, le système était relativement simple. J'alimentais un fichier en entrée. Historiquement, c'était un CSV, puis c'est devenu un fichier YAML. Donc, où je décris mes machines, ce qu'il y a dedans, les applicatifs, des variables. C'est l'équivalent de variables de configuration, en fin de compte. Hein. Je le donne à manger à une moulinette, et lui, ensuite, il va causer avec Ansible, il va me déployer les machines, je vais boire des cafés, et quand je reviens, normalement, mon application est développée, est déployée, et elle répond. C'est quand même ça le but, que je puisse m'en servir. Donc les déploiements de VM, les travaux que j'ai commencé à faire à l'heure actuelle avec OpenTofu, c'est celui-ci. Donc je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est juste pour vous montrer vaguement l'idée. J'ai un fichier main.tf qui va faire un appel à un depot-kit qui est un module assez basique, hein, un module qui va me permettre d'appeler mon provider OpenNebula, dans lequel je vais lui filer des informations comme le endpoint, donc l'URL de l'API OpenNebula avec qui je veux causer, le username, le password et une liste de machines avec ce qu'il y a dedans. Donc le nombre de CPU, vCPU, la mémoire, les disques, que sais-je. Donc voilà, lui, il va faire appel donc, à ce fichier-là. Effectivement, vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'une forme de liste. Hein. Alors, c'est très compliqué parce que moi, le langage HCL, je le trouve toujours ultra rugueux en arrivant. Quand on vient de choses comme JSON ou YAML, c'est pas plus compliqué, mais au départ, c'est un peu plus décontenançant. Il se trouve que par la suite, le fait que j'ai vu qu'on pouvait faire du JSON, je me suis dit, bon, c'était quand même un peu plus simple, ne serait-ce que parce que du coup, ça permet d'utiliser via Python et puis des processus de templating, la possibilité de générer assez simplement du code, puisque tous les modules sont, merci, tous les modules sont quasiment par défaut dans les outils. Voilà, donc je déploie mes machines. Donc j'initialise mon projet, hein, Tofu Init, la même chose que Terraform, les commandes n'ont pas changé. Hein. Je fais un plan pour m'assurer que ça se passe bien, que tout passe et que
Il ne me dit pas que je vais casser quelque chose. Et quand c'est OK, je fais un fly et puis il dépile tout. Et quelques minutes ou café plus tard, je reviens et c'est fait. Donc ça, c'est la première partie. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai ma problématique qui est que les choses sont quand même toujours scindées en deux parties. Je ne peux pas tout faire. Mes déploiements de VM et ma post-conf de système d'exploitation et mes installations d'applicatifs en une seule fois. Pour l'instant, j'en suis pas capable, j'y travaille, mais j'arriverai peut-être à me faire pousser un peu d'intelligence plus rapidement dans les mois qui viennent. Donc la post-install, hein, c'est des envois de playbook. Hein, donc j'écris des playbooks qui font eux-mêmes appel à une série de rôles qui sont réutilisables. Hein, donc j'ai un certain nombre de choses basiques. Hein, c'est-à-dire quand on a une machine qui arrive toute neuve, sortie d'une image packer, par défaut, elle a bien souvent qu'un compte route, un mot de passe par défaut, donc il faut lui créer un compte dédié, durcir un petit peu la sécurité, passer 2-3 pages de sécurité, faire les mises à jour pour avoir un truc un peu aux normes. Et ça permet surtout de ne pas définir forcément, comment dirais-je, l'ensemble des recettes trop en amont dans l'image de la machine par elle-même. Ça reste un peu agnostique. Et suivant l'environnement dans lequel on n'est pas obligé de réécraser des variables qu'on a déjà générées au moment de la génération de l'image. Donc plus on a une image pour moi qui est simple, plus on va pouvoir aller la surcharger simplement derrière, et ça fait le boulot. Donc oui, le SSH qui scanne, par exemple, c'est normalement, comme Ansible utilise SSH, à chaque fois, il faut dire en face, bonjour, je m'appelle machin, et puis lui, il fait, oui, t'es sûr, et on peut causer ensemble. Donc là, ça me permet simplement d'automatiser, c'est-à-dire que j'ai un groupe de machines, je lui dis, tu vas me faire un keyscan là-dessus pour être dans les no-hosts de l'ensemble des machines, et ce qui fait qu'après, je suis connu pour le système, et rouler jeunesse, je peux intervenir dessus. Donc j'ai la post-install du système, et j'ai l'installation de l'applicatif métier à proprement parler. Un frontal type Nginx Apache ou une base de données ou du back-office, que sais-je. Donc la suite. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est séparé en deux parties parce que initialement, ce que je faisais avec Ansible, je n'ai pas réussi pour le moment à le reproduire. Il faut que je réécrive la génération de ma fameuse image maintf qui me permet en fin de compte d'avoir ma liste de machines qui n'est pas écrite exactement comme ce que j'avais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était assez simple, c'est-à-dire que c'était historiquement un fichier CSV, ce qui fait qu'à peu près n'importe qui pouvait l'écrire. On est une application de tableur, elle faisait sa liste de courses, elle me le donnait, moi je le donnais à manger au truc, et puis c'était marrant. Donc aujourd'hui, il faut que je remette en place ce système de donner un fichier de description. Un fichier de description que je donne à manger à une moulinette, et cette moulinette lance les différentes commandes côté OpenTofu ou côté Ansible. Générer dynamiquement l'inventaire Ansible, c'est quelque chose que je faisais. Maintenant, j'ai de la casse au niveau technologique parce que comme dans OpenTofu, je le rentre à la main dans mon fichier, j'ai deux points d'entrée. En fin de compte, j'ai pris 2 fois les informations liées à l'inventaire. Ça ne me va pas. Je voudrais, c'est qu'avoir qu'un seul point d'entrée. Et ensuite, je génère les fichiers des deux côtés et rouler, je laisse. Donc, lier les différentes étapes, comme je vous disais. Documenter plus et mieux la démarche. Parce que c'est un problème qui est récurrent dans beaucoup d'assauts, dans beaucoup de communautés et dans beaucoup d'entreprises. C'est bien souvent, on a un truc à faire pour hier, on en fait vite fait dans un coin. C'est pas documenté, et ce qui fait que pour que quelqu'un vienne abonder, le faire évoluer, c'est quasiment impossible. Pour que quelqu'un le prenne en main, c'est quasiment impossible aussi. Enfin, c'est compliqué, il faut aller ouvrir les fichiers, tout ça. Merci. Donc l'idée, pour moi, c'est un petit peu, alors je ne vais rien apprendre aux développeurs ici, c'est un peu comme les tests fonctionnels, etc. La documentation, y compris pour les ops, c'est dès le début. On commence à écrire la documentation en même temps qu'on écrit le projet. On ne se retrouve pas à la fin avec le truc, je passe à autre chose, et puis la doc, après moi le déluge, de toute façon je me casse dans 6 mois parce que on m'a proposé un pont d'or ailleurs, etc. Et puis enfin, trouver des amis. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est de pouvoir, ce qu'on va faire très rapidement parce qu'il nous reste que quelques minutes, échanger avec des personnes pour pouvoir un peu savoir quels sont les savoir-faire de chacun, quelles sont les best practices, et puis on apprend comme toujours au
contact des autres, quoi. Je vous donne quelques liens, ça vous apprendra rien de plus. OpenTofu, c'est le nouveau projet. Il faut savoir qu'ils ont un registre, une sorte de dépôt, donc ils commencent à basculer leur paquet. Enfin, ils avancent très vite, hein. Derrière, comme c'est une fondation, bah, fatalement, ça booste un peu, hein. Moi, je ne suis passé à OpenTofu que parce que c'est OpenTofu. C'est-à-dire que Terraform, j'avais un peu joué avec, mais j'ai toujours eu quelques soucis avec HashiCorp et qu'il y a certaines choses, j'avais pas particulièrement envie d'y aller. Ça peut paraître idiot, hein, ça l'est sans doute. Mais enfin, toujours est-il qu'avec cette ouverture, ben, j'y vais un peu plus confiant. Donc le site Ansible, ben, vous verrez, hein, il y a un petit peu la publicité Red Hat, mais derrière on arrive à une doc qui est conséquente et qui est plutôt bien faite. Et puis deux blogs, hein, celui de Stéphane Robert et celui de Zwinder, sans qui j'aurais pas appris plein de petits trucs. C'est-à-dire qu'au départ, bien souvent, quand je cherche une nouvelle techno auquel je veux me mettre, bien souvent, ben, j'ai un début de POC chez eux, et puis voilà, après, en avant Guingamp, quoi. Une fois qu'on n'a plus peur, c'est parti. Voilà, merci. Alors, je suis là pour vos questions, vos retours d'expérience. Puissiez me dire, mais je ne fais pas du tout comme ça, hein, c'est n'importe quoi, etc. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais c'est OpenTofu, je ne connaissais pas. Il y a qui derrière? C'est une fondation, mais du coup, il y a des gens. Alors, c'est la fondation Linux, je crois. D'accord. Hein, il me semble. Hein, donc, oui, c'est pas, ils ne sont pas sortis du chapeau, quoi. Ouais, donc, il y a potentiellement aussi d'autres industriels. Enfin, exactement. En fait, il y a d'abord des. Enfin, la fondation Linux, ça marche comme ça. Il y a d'abord des acteurs qui disent on veut porter un projet communautaire, on le finance, et la fondation Linux dit ok, on porte la structure, notamment le copyright, ou des choses. Enfin, on vous accompagne, mais il faut que ce soit déjà financé. C'est ça. Alors, chez HashiCorp, en plus, il faut savoir que c'est des gens vraiment de talent, parce qu'ils ont plusieurs produits vraiment de très très grande qualité, de mon point de vue. Et ben, à l'approche du rachat, entre guillemets, hein, ils sont en sorte de préparer pour que ce soit bankable. Le fait que ce soit IBM qui a racheté, on pourrait très bien retourner dans l'exemple que je citais tout à l'heure de deux forks qui vont redevenir un seul produit d'ici moins de 2 ans. Ça, c'est pas. Petite question. Donc nous, on utilise chez Algo, on utilise donc Ansible. On s'est mis à utiliser par-dessus AWX, qui est très bon produit, ouais. L'outil de la version open source de Ansible Tower. C'est ça, Tower, et maintenant, je ne sais plus, j'ai changé de nom. Comment ça s'appelle, mais est-ce que Tofu, c'est un équivalent de AWX? Pas du tout. Est-ce que ça te permet de... Là, on est toujours sur un truc où il faut mettre les mains dans le cambouis. Okay. AWX, l'avantage, c'est que c'est assez bien pensé. Et que, voilà, la difficulté avec Ansible, il y a plein de choses qu'il faut faire à la main, qu'avec AWX ou Tower, on va pouvoir laisser gérer par l'outil. Alors, petite information, je spoil un peu, mais à l'heure actuelle, il y a un travail de portage, alors, qui a peut-être moins d'intérêt maintenant, d'AWX sous Debian, donc plus sous forme de container root. Il y a une personne qui travaille depuis presque 2 ans sur le sujet, et ce serait sans doute pour la sortie de Trixie, donc l'année prochaine, si tout va bien. Voilà. Ouais, parce que AWX, maintenant, ça utilise que du Kubernetes. C'est ça. Quand on a juste une seule machine, c'est ce qu'on avait mis en place quand on avait un DevOps. C'est ça. Et c'est une usine. L'outil est bien parce que ça permet à des utilisateurs non admin d'accéder à du déploiement de Playbook. Ouais. Mais effectivement, après, c'est une usine à gaz. C'est vraiment un très très bon outil pour l'avoir utilisé massivement au ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on est passé de Tower. Il faut savoir que comme dans beaucoup de ministères, hein, Red Hat, c'est un petit peu, c'est pas open bar, mais c'est pas du tout les prix grand public. Donc Tower, pendant très longtemps, c'était quasiment offert. Et un jour, ils se sont dit, bon, on va être obligé de se rapprocher des vrais prix. Et là, c'est un peu. Et donc, on est passé à AWX porté sur Debian. Le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, la gestion des. Comment dirais-je je cherche le nom. Des inventaires dynamiques, ce genre de choses, la gestion de la sécurité, la gestion des clés, etc., des sessions. Il y a énormément de choses qui sont gérées by design par AWX, ce que ne fait pas Ansible. Là, c'est à toi de le fabriquer. Peut-être. Est-ce que vous connaissez CF Engine? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé?
Oui, alors je l'ai utilisé même indirectement il n'y a pas très longtemps, puisque à la PHM, au ministère de l'Éducation nationale, historiquement c'était du Red Hat. Avec mon arrivée, on a fait rentrer du Debian. Plein de raisons, parce que plein de choses où Red Hat ne faisait pas le job. Et vu le nombre de machines, on a été obligé d'orchestrer un petit peu ça, enfin de faire un peu la police, entre guillemets, pour savoir ce qui tourne sur le parc. Et donc on utilise Rudder, qui utilise Steph Engine derrière, en arrière-boutique. Donc oui, je l'ai un petit peu utilisé. Maintenant, effectivement, c'est une histoire de prise en route des technos. Et ben, bien souvent, on a tendance à se rapprocher de la dernière techno sortie. Et ce que j'ai retrouvé avec Ansible, par exemple, alors il a plein d'inconvénients, clairement, notamment le fait d'être agentless, soyons clairs. Par contre, il a aussi beaucoup d'avantages. Il est très simple à mettre à prendre en main. La courbe d'apprentissage est plutôt bien foutue. C'est-à-dire qu'on apprend des choses assez vite, donc ça ne donne pas envie d'abandonner tout de suite. Voilà. Mais sinon, après, il y a Chief, il y a Salt. Non, mais je pensais plus à Safe Engine parce qu'en fait, un des intérêts de Safe Engine, c'est qu'en termes de standardisation, oui. Même quand il y a quelqu'un qui vient aller modifier sur le serveur, c'est ça. Il va revenir à l'état qui a été du déploiement. C'est exactement ce que permet de faire AWX, par exemple. Il permet de scheduler. Donc, on peut lui dire, bah, tu passes sur les machines toutes les 5 minutes, et si tu vois qu'il y a un truc qui a bougé, bah, tu repousses les fichiers. Et on se retrouve dans le même état. Par contre, ce n'est pas by design chez Ansible. Pour un peu mettre d'intelligence. Oui, c'est la différence entre ce qui est comme Ansible tout court, qui est un peu de l'impératif. Enfin, c'est mieux pensé qu'un script de déploiement en bash, parce qu'il y a plus, notamment on cherche à avoir de la... C'est indépendant surtout. De l'idempotence, mais quand on s'adresse pas, bien souvent dans les écosystèmes de conteneurs, on a souvent une boucle de réconciliation permanente. Donc, et on peut se retrouver aussi avec AWS. J'avais une question que je ne connais pas du tout OpenNebula, oui. Et donc encore moins le module Terraform, parce que par contre je connais Terraform. Et j'étais très intéressé de savoir comment était configurée la base de l'OS. Tu as abordé brièvement que le réseau pouvait être configuré rapidement, mais je ne sais pas du tout ce que c'est utilisé, si c'est du Cloud Init ou autre chose. Alors, ce n'est pas du Cloud Init, ils ont leur propre produit, entre guillemets. Donc, ils ont un paquet qui fait de la contextualisation sur à peu près tous les systèmes, on va dire Red Hat, je vais me faire des amis avec ça, Red Hat-like et Debian-like. Ouais. Donc, Arch-like, bon, c'est toujours plus compliqué, mais voilà. On déploie rarement Arch sur des milliers de serveurs. Disons qu'on pourrait, hein, le but c'est ça. Mais effectivement, alors je vous conseille pour ceux qui sont intéressés vivement d'aller sur leur site, d'aller voir. Ouais. Le gros avantage par rapport à d'autres solutions, un peu à la VMware où on installe une ISO et on a le choix de rien, là on peut installer l'OS qu'on souhaite et installer la surcouche OpenNebula dessus. Donc moi étant débianiste forcené, je suis plus enclin à utiliser ce genre de produit parce que je peux utiliser l'OS que j'utilise. Du coup, dans la VM, l'hyperviseur a un accès à la VM par un agent. C'est ça. Déjà dans l'image. C'est exactement ça. Qui va tirer, enfin, il va pull sa configuration auprès de. Exactement. Et à chaque démarrage. Et à chaque démarrage. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que lui, il va simplement surcharger l'image. C'est-à-dire que tu montes, tu fabriques une VM. Ouais. Cette VM tourne, tu vas abonder, ajouter des softs et autres, il va ajouter à côté les fichiers de ce que tu as rajouté, mais il s'appuie toujours sur la même image. Oui, c'est le principe d'un template et d'un delta. Il fait un delta, exactement. Et donc, au moment de faire ton snap ou de faire ta sauvegarde, c'est là qu'il refabrique, on va dire, l'image telle que tu as l'impression d'utiliser. Oui, une synthèse. Une synthèse, c'est ça, exactement. C'est un très bon outil, c'est vraiment un truc à creuser. Et puis, c'est un outil européen. Ouais. Donc, en cette période, je trouvais intéressant d'avoir une petite vision, surtout après les histoires avec Broadcom et tout ça, de pouvoir faire un peu l'état de l'art sur ce qu'il existe. On a presque l'embarras du choix, parce que Proxmox, c'est autrichien. C'est ça. Et Vates, c'est ultra local. Et c'est ultra local, c'est ça. Bon, ça va. Alors, vous ne m'avez pas acheté de pierre. Fait que je vous parle de ça, c'est plutôt encourageant. Je propose quoi? Une dernière question? Une dernière question pour passer à la conférence. Plus un retour d'expérience, j'ai utilisé les mêmes stacks que toi, OpenTofu et Ansible. Oui. Je me suis confrontée exactement au même problème du passage entre les deux avec l'inventory. Oui. Et je peux te partager la solution que j'ai mise en place. Je ne sais pas du tout si c'est la meilleure des solutions, mais... Si c'est la tienne et qu'elle te va.
Elle me va très bien. Ouais. Et du coup, en fait, du côté d'OpenTofu, tu peux aussi rajouter un fichier en plus, output.tf, Ouais. où tu fais un descriptif des variables que tu veux en sortie. Oui. Et tu peux spécifier aussi dans ta commande apply, tofu apply, que ton output soit en JSON. Okay. Donc tu peux demander à avoir les noms des machines, IP, globalement tout ce que tu as décrit dans ton mail, ouais. dans un JSON. Et moi derrière, avec un petit script Python, ok, tu parses tout ça et je crée une story et, très bien. Et ça continue dans ma pipeline. Bah, c'est super, je vais creuser ça. Ouais. On pourrait même faire directement un templating avec la structure du fichier inventaire. Complètement. Ouais. Et en output, on aurait un inventaire directement prêt, je pense. Enfin, ouais, mais c'est pas un retour d'expérience. C'est principalement la difficulté de la chose. D'accord, super, bah, merci pour ces pistes. Et merci beaucoup. Merci.